nouvelles technologies permettent là un nouveau droit, je viens de le dire, une nouvelle politique, sans doute. Cette Madame Huard qui commence par un H, c'est une hirondelle qui annonce un printemps démocratique que j'espère déjà depuis des dizaines d'années. La voilà. Vous voyez donc que se transporter d'espace, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que vous m'avez demandé révolution culturelle, la voilà. La révolution est en effet de type politique, elle est de type juridique, elle est de type de l'habitat. Habiter dans un nouvel espace n'est pas innocent. Ça a des conséquences complexes du point de vue des relations humaines, de la politique et du droit. Je passe rapidement sur d'autres conséquences, je n'ai pas le temps d'en parler, le temps passant trop vite. Première partie, le temps, et conscience et prise de la nouveauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Deuxième partie, l'espace. Nous n'avions pas conscience que changeant d'espace, nous changions d'habitus, c'est-à-dire de manière de nous repérer dans cet espace-là, et du coup de relations humaines, et cela retentit ou retentira sur les droits, la politique, les relations humaines et internationales. Nous pourrons en parler si vous me posez des questions. Et maintenant, cognitif. Troisième partie, les hommes. Est-ce que les nouvelles technologies auront des répercussions sur notre manière de vivre et surtout sur nos manières de connaître? J'en ai un peu parlé à propos de la définition de notre rapport aux objets vivants, aux objets du monde et aux sciences humaines. Et j'en ai aussi un peu parlé dès le moment où j'ai vu à quel point les métiers, aussi bien linguistiquement que pratiquement, s'étaient transformés. Et maintenant, rentrons en nous-mêmes, s'il vous plaît. Lorsque vous étiez en classe de philosophie, des professeurs traditionnels vous ont sans doute appris que la cognition humaine comportait ce qu'on appelait autrefois trois facultés. Les facultés. Il y avait la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Et cette faculté, on la décrivait, les philosophes la décrivaient l'entendement humain sous ces trois formes. Et puis il y avait des cognitivistes qui sont avancés peu à peu dans la biologie, la biochimie des neurones, pour savoir exactement comment fonctionnaient à la fois ces trois types d'activités. Je voudrais en choisir une, un peu au hasard, et essayer de l'analyser devant vous en fonction de ces nouvelles technologies. Prenons par exemple la mémoire. Vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai distingué trois révolutions, le stade oral, le stade écrit, le stade imprimé, et puis aujourd'hui le stade nouveau dans lequel nous venons d'entrer. À l'époque du stade oral, nous nous réunissions le soir pour entendre chanter les Aèdes. Et les Aèdes étaient des chanteurs grecs qui, devant les paysans ou devant les cours royales, récitaient l'Odyssée. D'ailleurs, on pense qu'Homère n'est pas tout à fait l'auteur de l'Odyssée, c'est simplement l'écrivain qui a porté en écriture l'ensemble des traditions que les Aèdes du stade oral avaient réunies autour. À cette époque-là, les Aèdes avaient une mémoire considérable, puisqu'ils étaient capables de raconter les voyages d'Ulysse sur 3000, 4000, 5000 vers. Et nous avons sur cette mémoire des traditions parfaitement reconnaissables. Par exemple, si nous ouvrons n'importe lequel des dialogues de Platon, il commence presque toujours de la manière suivante. Un passant reconnaît un ami dans la rue ou sur la place publique, l'interpelle et lui dit « Mais je te reconnais, il me semble qu'on m'a dit que tu étais présent le jour de la mort de Socrate. » L'autre se retourne et dit « Ah oui, je te reconnais, oui, j'étais présent à la mort de Socrate, j'ai d'ailleurs passé les dernières heures avec lui. Ah, dit-il, assieds-toi, raconte-moi ce que Socrate a dit. » Et l'autre convient de s'asseoir et lui raconte ce que Socrate a dit, et ça dure 245 pages. Savoir que la personne qui raconte cet événement-là n'omet pas une seule virgule sur les propos que Socrate a tenus pendant toute la nuit qui a précédé son absorption de la cellule. Ils avaient de la mémoire. D'ailleurs, cette mémoire perdure très longtemps,
puisque comme les techniques d'écriture et d'imprimerie ne sont pas répandues partout, il est bien clair qu'au Moyen-Âge, lorsque Albert le Grand faisait son cours à la Sorbonne, les étudiants étaient debout devant lui, les mains derrière le dos, et écoutaient ce que Albert le Grand disait en matière de cosmologie ou de physique, et que chacun d'eux était capable de reproduire 8 jours, 8 ans, 20 ans après, à la virgule près, la totalité des propos précis et exacts de leur maître en cosmologie. Ils avaient de la mémoire. Première catastrophe, c'est l'invention de l'écriture. Dès lors que l'écriture apparaît, et d'ailleurs tout le platonisme, c'est la lutte entre Socrate qui ne veut pas écrire et qui fait l'éloge de la parole vivante, contre Platon qui lui veut écrire et qui fait l'éloge de la parole morte couchée sur le parchemin. Cette bagarre-là est assez connue puisqu'elle a donné lieu à l'invention de cette philosophie-là, mais à cette époque-là, il y a une perte de mémoire considérable, perte que d'ailleurs nous avouons tous les matins lorsque, écoutant une conférence ou des propos divers, nous prenons des notes en cas d'oublier ce que l'orateur ou le président dit devant nous. Par conséquent, nous n'avons pas assez de mémoire pour reproduire comme au stade oral ce qui se passait là. Donc, premier stade, perte de la mémoire. Mais cette perte de la mémoire n'a rien à voir avec la catastrophe de la Renaissance, où précisément l'invention de l'imprimerie a fait perdre totalement la mémoire à ses contemporains. Et nous en avons là des preuves manifestes, puisque Montaigne, dans un texte si connu que vous avez disserté quand vous étiez potache sur ce texte-là, sans le comprendre aussi peu que moi d'ailleurs, je préfère une tête bien faite, merci, à une tête bien pleine, n'est-ce pas? Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine, c'est ce que dit Montaigne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais il veut dire simplement qu'un historien qui, à cette époque, veut travailler sur sa discipline est obligé de savoir par cœur Tacite, Livre, Hérodote, Plutarque, Dion de Sicile, etc. La totalité de la bibliothèque, il doit la savoir par cœur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas accessible. Elle est accessible qu'en parchemin, au Caire, à Rome, dans 3 ou 4 bibliothèques, à Paris, à la Sorbonne et peut-être à Oxford. Par conséquent, il est obligé de savoir par cœur. Si vous étiez physicien, il fallait savoir par cœur la totalité des présocratiques grecs d'Aristote. Mais dès lors qu'il y a l'imprimerie, il n'a plus besoin de savoir par cœur. Il suffit de savoir par cœur l'endroit où le livre se trouve sur le rayonnage. Quelle économie! Catastrophe! Complètement perdu la mémoire. On préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Et du coup, aujourd'hui, où nous avons sur la toile la totalité de l'information, autant que la grande bibliothèque, plus Wikipédia, plus, enfin, vous savez mieux que moi, tout ce qu'on a, nous n'avons plus de mémoire. Nous avons perdu la mémoire. Vous n'avez plus du tout de mémoire. Comment se fait-il qu'une faculté dont on vous a dit qu'elle était essentielle au cerveau humain a une histoire telle qu'on peut en mesurer la disparition? Alors, pour essayer de comprendre ce que veut dire cette perte, il faut analyser le mot perdre. On a perdu la mémoire, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que perdre, c'est l'inverse de gagner. Et pour expliquer la différence qu'il y a entre perdre et gagner du point de vue cognitif, j'en appellerai volontiers à ce qu'un des vieux professeurs que j'admirais beaucoup, qui était professeur de préhistoire, qui s'appelait Leroy-Morand, racontait en le mimant un peu ce que veut dire perdre. Il disait: nous fûmes autrefois des quadrupèdes, nous étions à 4 pattes. Et puis un événement qui a duré vraiment des millénaires a fait que nous nous sommes mis sur 2 pieds, et donc, disait-il, les membres antérieurs ont perdu la fonction de portage. Ah oui, disait-il, c'est vrai qu'ils ont perdu la fonction de portage, mais par rapport au sabot du cheval, par rapport à la pince du crabe, par rapport à ce qui est l'organe terminal des membres antérieurs animaux, regardez le miracle qui arrive, on a inventé la main. Il avait fait d'ailleurs un livre sur la main, et il disait: la main, et voilà, c'est un outil universel, nous y sommes. C'est un outil universel, c'est-à-dire avec la main, elle ne sert à rien, la main, par rapport aux pinces du crabe, par rapport aux tentacules de la pieuvre ou par rapport au sabot du cheval, elle ne sert pas à une fonction, elle sert à tout.
Avec la main, on peut faire signe, on peut tenir le marteau, on peut caresser sa petite amie, on peut jouer du violon. Enfin, et peut-être demain, nos successeurs inventeront d'autres gestes ou d'autres fonctions de la main. C'est un outil universel. On a perdu quelque chose de formaté, on découvre de l'universel. Oui, mais pendant ce temps, à l'époque où nous étions quadrupèdes, la bouche avait fonction de préhension. Elle attrapait de quoi manger, elle attrapait ses proies. Oui, mais dès que la main apparaît, c'est la main qui est chargée de la fonction de préhension, donc la bouche perd complètement la fonction de préhension. Elle a perdu la fonction de préhension. Ah oui, oui, elle a perdu la fonction de préhension, mais elle devient un outil universel, nous y sommes. C'est-à-dire, elle parle. Et avec la parole, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut stocker l'information, traiter l'information, émettre l'information. Et du coup, nous avons à notre disposition, parce que nous avons perdu des fonctions données, alors nous avons gagné des outils qui ressemblent fort à l'outil que je suis en train d'écrire ou que j'ai défini, des outils universels. Alors, qu'est-ce que nous avons perdu? Voilà, nous avons perdu la mémoire. Qu'est-ce que nous avons gagné? Ah, mais on peut revenir sur l'histoire et s'apercevoir que c'est précisément parce qu'on avait perdu la mémoire qu'on a pu inventer à la Renaissance les sciences physiques, parce qu'on n'avait pas besoin de savoir par cœur la vieille doxographie sur les physiciens, il a suffi d'observer, et que c'est parce qu'on avait perdu tel et tel type de mémoire qu'on a pu en effet se trouver. On a été libéré de l'écrasante obligation de se souvenir. Et étant libéré de l'écrasante obligation de se souvenir, alors il se trouve que les neurones étaient libres de faire telle activité nouvelle. Et voilà donc la différence qui peut exister entre perdre et gagner. Perdre dans l'ordre du reconnaissable, du formaté, du formatable, et gagner dans l'ordre inventif, indéfini, sans but précis, bref, humain. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que définir perdre par rapport à gagner. Mais en langue française, vous le savez, le verbe perdre a un tout autre sens. Perdre signifie aussi, lorsqu'une casserole est trouée du cul, le cul de la casserole perd goutte à goutte, il perd. L'homme est une bête dont le corps perd. L'homme est un animal dont le corps perd. Oui, chaque fois que nous inventons un outil, un marteau, alors si vous considérez le marteau, je vois dans le marteau, moi, un avant-bras et un poing. Au lieu de frapper avec mon avant-bras et un poing, je prends le marteau qui est un avant-bras et un poing lui-même, et d'une certaine manière, l'organisme humain a perdu son avant-bras et le marteau, qui ont appareillé du corps des fonctions du corps pour devenir cette externalisation de fonctions. Nous externalisation de fonctions, c'est pas difficile de savoir comment on a inventé la roue. Il suffit d'externaliser les angles de rotation des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Et on externalise quelque chose. Je crois que tout simplement le mot mémoire a bien deux sens et vous l'utilisez bien dans les deux sens. Le sens subjectif, il a de la mémoire, il n'a pas de mémoire. Un tel a plus de mémoire que l'autre, voilà le subjectif. Mais vous dites aussi mémoire d'ordinateur. Eh bien, l'écriture, c'était une mémoire, l'imprimerie, c'était une mémoire, et aujourd'hui, vous avez des mémoires très supérieures à celles de vos prédécesseurs. Nous avons perdu la mémoire, mais nous l'avons perdue autrement. Nous l'avons perdue subjectivement, mais elle s'est externalisée objectivement. Nous avons perdu la mémoire, ça a deux sens. Nous l'avons perdue parce que nous n'en avons plus, mais nous l'avons gagnée parce qu'elle est devant nous. Et par conséquent, ceci... J'appelle même ça, dans d'autres livres, l'exodarwinisme de la technique. Il y a externalisation des objets, et ces objets évoluent à la place de nos corps. Bref, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez là que ce que vous preniez jadis pour une faculté cognitive, la mémoire, n'est pas une faculté cognitive donnée et permanente dans l'espèce humaine, l'individu humain ou une culture donnée, mais dépend de l'histoire du fait. Et je généraliserai volontiers cette affaire. Nous n'avons plus la même manière de penser. Nous n'avons plus les mêmes sciences. Nous n'avons plus les mêmes cultures. Nous n'avons peut-être même plus les mêmes politiques et les mêmes religions dès lors que nous changeons de support.
le support écrit a transformé la civilisation de telle sorte que nous avons complètement oublié ce que peut-être le stade oral. Le support imprimé a complètement changé la civilisation telle qu'elle était avant le stade imprimé. Je crains fort qu'aujourd'hui nous soyons à un changement de culture tel que ça ne change pas les contenus culturels, que ça ne change pas seulement les contenus scientifiques, que ça ne change pas seulement les contenus de type religieux par exemple ou autre, mais que ça change notre manière de connaître, notre manière de savoir, bref, le cognitif en général. Pourquoi? Parce que ce type de faculté change selon le support. Et bien entendu, la démonstration que je viens de mener pour la mémoire, c'est-à-dire pour la faculté mnémonique, on pourrait tout aussi bien la porter sur la raison, sur l'imagination. Il y a dans votre machine des milliards de plus d'images que vous ne pourrez jamais en concevoir ou en rêver, et par conséquent votre fonction imaginative même se transforme équivalemment à celle de la mémoire du côté de la formation des images. Je suppose aussi que la raison en est au même point. Je vous conseillerais sur ce point, à propos de la raison, de lire avec beaucoup d'attention un livre de quelqu'un qui se trouve, je crois, dans la salle, qui s'appelle Gilles Douek, et qui s'appelle Les métamorphoses du calcul, où précisément on voit comment le problème du calcul, le problème de la raison, a évolué de façon extraordinaire sur plusieurs millénaires, de telle sorte que là aussi il y a une transformation profonde de la manière de la cognition, c'est-à-dire de l'activité rationnelle. D'ailleurs, ce livre-là, par mon intermédiaire, a gagné le prix de Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Vous voyez donc que l'INRIA contient des philosophes mais meilleurs que celui qui vous parle. Cette démonstration concernant la cognition, et que j'ai simplement réservée à la mémoire et que on pourrait mener sur l'imagination et la raison, devrait vous persuader que les révolutions culturelles dont j'ai parlé rentrent maintenant dans une révolution cognitive considérable, et que ce n'est pas la même manière de connaître dès lors qu'on change de support, ou plutôt que le couplage support-message évolue de cette façon. Et pour finir, je voudrais bien parler de toutes les facultés en général, pour finir sur la cognition et pour finir aussi ma conférence, puisque l'heure est passée. Il était une fois une ville qui s'appelait Lutèce. Elle ne s'appelait pas encore Paris. Date 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, politique, empereur Decius, régnant à Rome, droit et police, l'empereur Decius a décrété que sur toute la surface de l'Empire romain seraient persécutés, exécutés et mis en prison et livrés au lion les premiers chrétiens. Et donc, à Lutèce, par l'intermédiaire des îles britanniques et de l'Irlande et de la Bretagne, comme vous le savez, donc de l'Est et de l'Ouest, le christianisme apparaît dès le 1er siècle à Lutèce, et un soir, les premiers chrétiens se rassemblent dans une salle, nous ne savons pas vraiment où, sur la ville de Paris, et ils viennent d'élire, on les élisait à cette époque-là, leur évêque. Et cet évêque s'appelait Denis, le nom importe peu. Et c'était un soir, un après-midi, et les premiers chrétiens étaient réunis dans une salle, comme aujourd'hui, et ils écoutaient un peu attentivement ce que racontait leur évêque qui était en place, et qui les exhortait. Je ne sais pas très bien ce qu'il leur disait, mais surtout ils avaient fermé tous les opercules, toutes les portes, toutes les fenêtres, dans le cas terrifiant où la légion romaine les envahirait et leur persécuterait, les jetterait en prison. Et pieusement, ils suivaient les entretiens de leur évêque Denis. Lorsque tout à coup le drame arriva, les portes et les fenêtres furent enfoncées, la légion romaine envahit la salle et le centurion passa par l'allée centrale, monta sur l'estrade, tira son coupe-chou et coupa le cou à l'évêque Denis, et sa tête roula par terre.
Stupéfaction, épouvante, angoisse, mais miracle, miracle. L'évêque Denis se penche et prend sa tête à deux mains. Lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire, je me disais, mais comment il a fait pour repérer mais vous riez, mais c'est ça le miracle, disait ma grand-mère, c'est ça. Et l'évêque Denis prend la tête et la présente à ses ouailles, et bien entendu, les légionnaires romains, Centurion compris, s'enfuient épouvantés devant le miracle en question que vous pouvez admirer au Panthéon, peint par un peintre pompier qui s'appelle Bonnat, je crois, mais qui est connu comme le miracle de Saint-Denis, qui est représenté et qui est un peu dans toutes les mémoires de l'histoire. Voilà l'histoire par laquelle je voulais finir. Lorsque, le matin, vous vous mettez devant votre ordinateur, c'est votre tête comme celle de Saint-Denis. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Virgile, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. Les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale, et péremptoire, et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Qu'est-ce qui nous reste sur le coup? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance de l'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Je crois que les organisateurs de cette conférence m'ont demandé de répondre à quelques questions. C'est ça? S'il y a des questions à poser, je veux bien répondre dans la mesure, évidemment, de mes moyens. Oui, il y a une question là.
Bonjour, je suis Paul Zimmermann, chercheur au centre INRIA Nancy Grand Est. Donc ça fait 20 ans que je travaille à l'INRIA. On nous a expliqué hier qu'on entrait dans une nouvelle ère portée sur la contribution du grand public. On nous a expliqué aujourd'hui que Madame Huard avait fait mieux que le député qui avait cherché des voix pendant 20 ans. Donc est-ce que Madame Huard ne peut pas faire les recherches que j'essaye de faire désespérément depuis 20 ans en quelques jours? Je crois en effet que j'attendais, je crois, cette hirondelle depuis assez longtemps. Je crois en effet, depuis le début des nouvelles technologies, qu'il y a, grâce à ces nouvelles technologies, une nouvelle fonction de l'individu. Et il me semble qu'on pourrait appeler ça un peu l'égocratie. C'est-à-dire que chaque individu pourrait avoir un degré de liberté très important et une manière de recruter ses semblables qui ne serait pas du tout de l'ordre de la démocratie participative, qui faisait qu'il y avait entre le pouvoir et le non-pouvoir des corps intermédiaires qui pouvaient peu à peu se scléroser. Et donc là, il y a une sorte de mobilité, de rapidité de l'égocratie, c'est-à-dire de l'individu, qui peut avoir des conséquences politiques inattendues, dont je ne sais pas prévoir quels seront les effets, bien sûr, mais que j'attends depuis longtemps, dans la mesure où cela nous libérerait un petit peu des aristocraties qui pèsent sur nous depuis si longtemps. Et du coup, quand je dis que je suis tombé amoureux de Madame Huard, bien entendu, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui elle est, etc., mais je suis amoureux de cet exemple. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose comme une politique non encore institutionnelle, mais un peu comme ce que j'ai appelé la forêt de non-droit. Vous voyez, il se passe dans la forêt de non-droit des événements menus qui peuvent à un moment recruter. Voilà. Et recruter quoi, je ne sais pas. Mais il y a là quelque chose dans l'immédiateté et dans l'individu qui me paraît reconnaissable et de la nature même des nouvelles technologies. Vous voyez, un peu comme les démocraties d'autrefois avaient été liées à l'invention de l'écriture, de la question de... Là, il y a quelque chose de nouveau, d'indéniable. Et que j'aime citer, bon, j'espère qu'il y aura d'autres cas, il y a d'autres cas, bien entendu, un peu, si vous voulez, comme beaucoup de choses concernant la guerre d'Algérie, lorsque j'étais jeune, ont été rendues possibles par le transistor. Et là, il y a quelque chose de nouveau que j'aime bien citer comme révolution culturelle concernant, qui est rendue possible par... D'autres questions? Monsieur? Il y en a une là, une là. Oui. Merci. Oui, j'ai trouvé fascinant votre... Bernard Lang, excusez-moi. Bernard Lang, je suis chercheur à Rococo. J'ai trouvé fascinant l'histoire de Saint-Denis, mais c'est pas mon vécu. Ça n'est pas mon vécu. Mon vécu est inverse. Je trouve que ma tête a grossi, grandi, elle fait plus de choses, et j'ai perdu mon corps. Et moi, c'est rien, mais à côté de ça, j'en vois plein d'autres que je ne fréquente pas encore, qui, sur Internet, l'ont perdu réellement. Ils vivent dans un monde fictif où ils ont un autre corps qui est différent, qui leur permet de voler, de faire toutes sortes de choses. Quel est le rapport avec Saint-Denis? Avec le corps. Oui, c'est intéressant comme sujet. Oui, je veux bien répondre à cette question. Lorsqu'arrive du nouveau, comme des nouvelles technologies, j'ai toujours l'impression qu'il y a des questions qui s'adressent réellement à la chose vraiment nouvelle et des questions qui sont des questions que j'appellerais résiduelles ou transhistoriques. La question concernant l'activité du corps
est une question qui a été posée dès l'origine de l'écriture, le savez-vous. C'est-à-dire, on disait, alors que l'homme qui parle faisait des gestes, était un homme de théâtre, et son support était le corps, je l'ai bien dit. Comme son support était le corps, tout le monde disait que la parole orale était une parole vive, une parole vivante. Et c'est ça la thèse de Socrate. Tandis que le pauvre moine copiste penché sur son écritoire avait déjà perdu le corps. C'est-à-dire que c'est une question qui ne se pose pas seulement pour les nouvelles technologies, mais qui s'est toujours posée à l'occasion de chaque transformation du couplage dont je parle. Et ça pose une question résiduelle profonde, c'est-à-dire quel est le rapport dans l'être humain entre justement ce corps-là ou cette tête, entre la tête et le corps, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le vif, si vous voulez. Et cette question est intéressante, que je sache, c'est une question pérenne. Pourquoi? Parce que Madame Bovary, je prends un exemple au hasard, Madame Bovary de Flaubert, je vous jure qu'elle a fait l'amour beaucoup plus souvent dans sa tête qu'en réalité. Et je veux dire par là que nous sommes virtuels dans les trois quarts de nos actions. Que dis-je? Nous étions virtuels dans les trois quarts de nos actions bien avant les nouvelles technologies, bien avant l'imprimerie, bien avant l'écriture. Et que d'une certaine manière, le rapport âme-corps est toujours transformé dès lors qu'on transforme ce couplage-là. Voyez? Et j'ai l'impression que les moines copistes auraient pu, à votre place, me poser exactement la même question au moment de l'imprimer en disant, voyez, ça fait maintenant des dizaines d'années que je suis en train de copier sans arrêt les textes grecs, j'ai perdu mon corps. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une question complètement nouvelle. C'est une question qui se pose à nous depuis que nous stockons, que nous traitons, que nous émettons et que nous recevons de l'information. Et à ce propos, cette question se pose, je prends un exemple concret, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, tout le monde oppose aujourd'hui l'enseignement virtuel par les nouvelles technologies et le présentiel, c'est-à-dire le professeur réellement présent corporellement devant ses élèves. Et quelle est la meilleure? Et la plupart des gens disent « Ah, autrefois, il y avait le corps, alors c'était plus vivant, etc. » Et moi, je réponds je suis devenu un mathématicien à peu près convenable parce que je suis tombé amoureux de ma professeure de mathématiques. Je crois bien qu'elle me le rendait. Et c'était vraiment très bon. Mais je suis devenu un angliciste abominable parce que je haïssais mon professeur d'anglais qui me le rendait au centuple. Et du coup, le présentiel a beaucoup de vertus, mais il a aussi beaucoup de désavantages. Lorsqu'on voit qu'il y a 60% de divorces dans les couples, le présentiel. C'est ça mon problème, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça pose un problème en effet sur ce rapport-là. Et alors, je dis volontiers la chose suivante, c'est que j'aime bien raconter des histoires, ça fait mieux comprendre. Un certain Ésope, dans l'Antiquité, était l'esclave cuisinier d'un roi, d'un tyran. Et le tyran lui dit, fais-moi le meilleur plat du monde. Il lui a fait un plat de langue, vous connaissez ça. Et le lendemain, il lui dit, fais-moi le pire plat possible. Et il lui fait de nouveau un plat de langue. Et le tyran lui dit, tu t'es foutu de moi, je te condamne aux étrivières. Pas du tout, dit Ésope. La langue est la meilleure et la pire des choses. Théorème particulier, la langue est la meilleure. Théorème général, toute communication est la meilleure et la pire des choses. Qu'elle soit présentielle, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit corporelle, n'importe quoi, toute communication est la meilleure et la pire. Parce qu'avec la langue, je peux dire je t'aime ou je te hais, mais je peux te l'envoyer par n'importe quel médium. Par conséquent, il y a là une logique à double entrée qui touche à la fois le présentiel et virtuel et qui touche à la fois l'âme et le corps. Voilà. Et si vous avez perdu le corps, écoutez, il faut marcher 2 heures par jour.